Mon mot de minuit, c'est fraternité. Fraternité parce qu'il a une multitude de sens. Ça peut être l'amour entre des frères et sœurs, le sentiment amical, et ça peut être aussi la solidarité, l'entraide. Et je trouve que actuellement, nous en manquons cruellement. Voilà pourquoi c'est mon mot de minuit. Mon mot de minuit, c'est rencontre, la rencontre. C'est-à-dire cet espace possible qui n'est pas toujours ouvert, mais qu'on peut ouvrir si on oublie, qu'on nous apprend que ça n'est pas toujours possible. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Dans la chambre, je préparais mon sac et m'allongeais sur le lit, couvert de sueur, jusqu'au moment où un avion qui volait bas me rendit vaguement triste. Et tandis que ses moteurs s'éloignaient, je fermais les yeux et décidai d'attendre 1 heure au moins, le temps pour Oléry de trouver le drapeau. Je m'endormis et rêvais aux bâches avec lesquelles nous avions recouvert les morts cette nuit-là. Et dans mon rêve, elles se soulevaient et nous pensions que c'était le vent. Et nous avions beau planter les piquets, elles se soulevaient encore. Nous les retenions avec nos mains de toutes nos forces, mais une force plus grande continuait de les soulever, et chacun au fond de lui savait que c'étaient les morts qui poussaient avec leurs jambes grises. Je me réveillai en sursaut, pris mon sac et retournai au gymnase en songeant à ce rêve qui ne variait jamais sur le fond. Il y avait continuellement ce problème de bâche avec laquelle nous ne parvenions pas à recouvrir correctement les morts. Et les raisons de ces échecs, nous les inventions. Il y avait le vent, les piquets qui se brisaient. Il y avait toujours quelque chose parce que personne n'osait dire que c'étaient les morts qui poussaient avec leurs jambes. Voilà un extrait d'un texte que je vous ai lu il y a quelques mois, extrait de La Terre invisible de Hubert Mingarelli, publié chez Buchet-Chastel. Et je le relis parce que c'est une manière de rendre hommage à Mingarelli, qui est mort à la fin du mois de janvier, à l'âge de 64 ans, d'un cancer. Un auteur dont je dirais qu'il se lisait entre les lignes. C'était sans doute son style. Et dans ce livre-là, La Terre invisible, il est question de la libération des camps nazis en 1945, des camps de concentration nazis, et d'un photographe qui ne réussit pas à imaginer comment il peut représenter l'horreur qu'il a vécue. C'est Des mots de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. Elle habite Maison-Alfort. Samira Sédira commence à écrire quand son intermittence d'actrice de théâtre, formée à la Comédie de Saint-Étienne, prend momentanément fin. Un statut se perd, une autre précarité s'impose. Elle devient femme de ménage, en écrit remarquablement la condition. Lui manque l'odeur des planches, c'est un premier texte. Même veine autobiographique qui permet à la romancière de poser plus tard la question de la place des femmes et des filles dans les familles d'immigration, celle des amitiés trahies chez sa dame, celle du fait divers avec des gens comme eux. Aujourd'hui, Samira Sédira a retrouvé le chemin de la scène, mais entre-temps, une auteure est née, comme un style bien singulier. Il habite Saint-Denis, va travailler en vélo, a ouvert au public la verdure de la terrasse du théâtre de Gennevilliers qu'il dirige, après Bernard Sobel et Pascal Rambert. Ne dites pas forcément le TG2. Daniel Januto est passé par la colline de Gérard Philippe, a imaginé un laboratoire où s'explorent les phénomènes d'exclusion et de repli. Dans ses repères, 15 ans avec Claude Régis pour la scène et le Japon et sa culture pour la révélation. Aujourd'hui, il se glisse dans le texte de Martin Krimp. Le reste, vous le connaissez par le cinéma, quand la plus antique tragédie phénicienne s'inscrit dans une salle de classe et que les jeunes corottes sont du quartier. Musique également dans cette émission avec le duo Mainvielle-Suarez pour une version swing de la flambée montalbanaise. C'est Des mots de minuit, entrez, vous êtes chez vous. Avec nous, donc à la fois deux personnes de théâtre, mais aussi une grande romancière. J'ai eu l'occasion de le saluer dans le sommaire, et peut-être avec l'un et l'autre, parce que vous, Samira Sédira, vous en faites une phrase centrale dans votre perception du théâtre. Dans l'un de vos livres, vous citez Platonov,
et vous citez Grekova, qui demande à Platonov « Où avez-vous mal ?» Et Platonov lui répond « J'ai mal à Platonov ». Pourquoi est-ce que cette phrase-là, cette phrase de théâtre, est centrale à ce point pour vous? Et ensuite, je demanderai au metteur en scène qui est à côté de vous, au scénographe qui est à côté de vous, quel écho elle rencontre chez lui. Vous avez trouvé qu'elle était centrale dans... C'est ce que vous dites, en tout cas. Oui. Je ne dis pas qu'elle est centrale, il me semble. Elle est Je importante. dis, oui. Quand je dis centrale, c'est dans votre réflexion sur le théâtre. D'accord, ok. Je pensais que vous me parliez justement du fait votre d'être œuvre littéraire. centrale dans toute mon œuvre, mais c'est pas ça. Hein, Non, non, non. À cet endroit-là, pourquoi m'a-t-elle marqué? Voilà. Pourquoi elle incarne pour vous, ou elle représente pour vous le théâtre? Parce qu'il me semble que quand Platonov dit « j'ai mal à Platonov », la première fois que j'ai entendu cette phrase, je me suis demandé de qui il parlait. Est-ce qu'il parlait de l'acteur ou est-ce qu'il parlait du personnage? Et ces deux choses entremêlées m'ont semblé tout à coup, à ce moment-là, très bien définir le théâtre. Mais j'étais très jeune. Et pour moi, c'était comme une déflagration, en fait, cette phrase. « J'ai mal à Platonov ». C'était pour moi, tout à coup, comme ça a éclairé, et après, tout mon parcours, cette phrase. Et pour vous, Daniel Gento, quel écho rencontre-t-elle chez vous? C'est comme, en fait, c'est comme si, en disant ça, il recentrait sur l'entièreté de la personne, pas sur une partie, pas sur un détail, un organe ou une mauvaise humeur. C'est l'entièreté de l'existence, au fond. C'est assez magnifique parce que ça renvoie, disons, à quelque chose de très vaste, d'un peu métaphysique même. C'est le phénomène Platonov a mal. Ça veut dire quoi? C'est peut-être le cosmos entier qui va mal, mais il le ressent. Donc, ce renvoi, disons, à l'extrême particularité d'une chose extrêmement générale, cette espèce de paradoxe, je trouve qu'effectivement, ça peut être tout à fait la définition du théâtre, mais aussi de la création de l'œuvre d'art en général, d'ailleurs. C'est dans le particulier qu'on rejoint l'universel. Deuxième question, elle vous concerne aussi tous les deux, alors qu'il va y avoir des élections municipales, etc. Donc, vous habitez Saint-Denis, Oui. vous habitez Maisons-Alfort, vous allez au théâtre de Gennevilliers que vous dirigez en vélo, vous venez à Paris. Quel rapport avez-vous avec la banlieue? Pourquoi est-ce que vous vivez en banlieue et comment est-ce que vous vivez en banlieue? Moi, j'ai longtemps vécu d'abord en province, puisque je viens du sud de la France, je viens de la Seine-sur-Mer. Ensuite, j'ai connu aussi Marseille, Saint-Étienne, où j'ai fait l'école de la comédie. Vous avez pris la comédie, hein. Voilà, c'est ça. Ensuite, je suis arrivée à Paris. Je suis restée 12 ans à Paris. Et puis après, je suis arrivée à Maisons-Alfort. Mais ça a été vraiment par le plus grand des hasards. Et je me suis dit que je ne resterais pas à Maisons-Alfort, parce que Maisons-Alfort, c'est assez particulier quand même. D'abord, c'est une ville très tranquille, de droite, depuis très 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 longtemps. Les habitants de cette ville sont soit des personnes âgées, il y a aussi beaucoup de familles, soit des militaires, puisque nous avons, je crois, la plus grosse caserne d'Île-de-France. Donc des gendarmes qui sont là. Et c'est Céline qui disait dans le grand renoncement mou, il parlait de la banlieue, et c'est un peu ça, Maisons-Alfort. Mais je crois que je m'y suis accoutumée et adaptée parce que mon fils s'y sent bien, parce qu'il y a ses amis, parce qu'il a toute sa vie. Pour lui, Maisons-Alfort, c'est vraiment son terreau, c'est son existence, et je crois que ce sont ses racines aussi. Et c'est peut-être pour ça que vous y êtes resté? J'y suis restée, et j'y suis pas si mal, on va dire. J'y suis pas si mal parce que ça me fait beaucoup de bien quand par exemple je travaille à Paris ou que je vais à Paris voir un spectacle ou autre chose, de rentrer à Maisons-Alfort. D'un coup, il y a ce renoncement mou dont parlait Céline qui me fait pas mal de bien. Rue Général de Gaulle, artère principale de Maisons-Alfort, son école maternelle, ses commerces. Au bout, tout au bout, comme une récompense, la mairie. Les trottoirs sont glissants, le verglas éclate sous mes pas. À plusieurs reprises, je dois me retenir à un mur ou à un poteau pour éviter la chute. Aux commerçants, je demande d'une voix éraillée s'ils veulent bien coller ma petite affiche
au comptoir ou sur la vitrine, comme ça les arrange. Ces mêmes commerçants qu'il n'y a pas si longtemps, je méprisais à cause de leur sous-besogne, de leur esprit réduit aux dimensions de leur boutique, de leur épouvantable odeur de pitance. Moi qui ne me nourrissais que d'illusions artistiques, ces mêmes commerçants m'apparaissaient soudain comme supérieurs en tout. Debout derrière leur comptoir, sans doute et sans faille, le front net, soulageant méthodiquement nos désirs et nos poches, ils ont un rôle à jouer dans une société où n'a de valeur que celui qui existe par le travail. Je ne suis plus rien, Walou, du vent, tout vaut mieux que moi, même un coin de table. Voilà comment vous évoquez notamment Maison Alfort. Dans L'odeur des planches, c'est votre premier livre, chez votre éditeur de référence qui est La Brune, Rouergue. Et ce texte-là a été adapté au théâtre, on va y venir dans une seconde, mais il y a du grand écart chez vous. C'est-à-dire que vous avez été intermittente du spectacle, et un jour, cette manne-là s'est arrêtée, vous êtes devenue femme de ménage, ce que vous racontez remarquablement dans L'odeur des planches, et vous êtes devenue romancière. Comment est-ce que vous expliquez ce grand écart? C'est-à-dire, j'apprends la comédie à Saint-Étienne, je joue, notamment à Avignon, il y a une liste des théâtres dans lesquels vous avez joué, et puis ce déclassement que la narratrice, dans L'odeur des planches, se prend en pleine tête quand elle parcourt une rue principale de Maison Alfort. Mais ce déclassement, je ne me l'explique pas. Je ne sais pas. Il y a des traversées du désert pour chaque comédien. Après, pourquoi? C'est assez mystérieux. Ou pas, j'en sais rien, mais il y a des choses qui font que on ne pense plus à vous. Vous n'êtes peut-être l'âge aussi, j'en sais rien. À partir de la quarantaine, pour une femme, c'est assez cruel aussi, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Il y a aussi le fait que au théâtre ou même au cinéma, le désir ne va que dans un sens, c'est-à-dire que le metteur en scène désire un comédien ou une comédienne, mais le comédien a beau désirer travailler avec un metteur en scène, si le metteur en scène ne pense pas à lui, s'il ne l'envisage pas dans sa pièce, il ne travaillera pas. Donc ce désir qui va que dans un seul sens. Il y a aussi la vie, je venais d'accoucher, je me suis peut-être aussi... C'est un métier où il faut être présent constamment, aller aux premières, se montrer, appeler, envoyer des courriers. On vous oublie très vite. Tout ce que le théâtre vous donne, il vous l'enlève très rapidement si vous n'êtes pas présent et si vous ne... Oui, il faut hurler d'une certaine façon qu'on existe. Il faut... et en même temps, hurler, c'est indécent dans ce métier. On vous veut toujours en bonne santé. Un acteur qui... C'est vrai, je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. Non, un acteur qui ne travaille plus est un has-been. C'est comme ça qu'on le dit. Un acteur qui travaille est quelqu'un qui est tout à coup désirable. Donc on va désirer du désirable. Mais de l'indésirable, on ne va pas le désirer. Daniel Gento, comment vous entendez je suis complètement d'accord. C'est très juste et très vrai. Il y a une économie du désir, de la visibilité, de l'énergie. Je suis metteur en scène aujourd'hui, donc je suis du côté de ceux qui désirent ou pas certains comédiens. Mais j'ai été très longtemps scénographe pour d'autres metteurs en scène. J'ai commencé par être sur le marché moi aussi, et avec ses fluctuations, avec ses rencontres importantes, avec ses échecs relationnels. Disons, c'est la fragilité, la précarité, c'est aussi un peu ce qui crée cette forme de vibration, disons, de notre activité. Non, c'est vrai, je comprends tout à fait. C'est à la fois inexplicable et peut-être que c'est un métier dans lequel on ressent plus fortement que dans d'autres professions les fluctuations même de l'énergie qu'on a en nous. L'odeur des planches a fait une adaptation au théâtre par Richard Brunel, metteur en scène. Oui, nous l'avons adapté tous les deux. Vous l'avez adapté tous les deux. Et lui a mis en scène. Il vous a demandé de jouer le rôle principal. Et vous, pourquoi est-ce que vous avez refusé? Ah, vous savez ça? Oui, j'ai refusé. Parce qu'il me semblait très étrange c'est tellement proche de moi, cette histoire. C'est moi. J'y ai mis beaucoup de moi. Et il me semblait, moi, quand je joue du théâtre, quand je suis sur scène, c'est autre chose que je veux incarner. Ce sont des personnages qui ne me ressemblent pas. Là, m'incarner moi-même, ça me paraissait un peu, j'allais dire pathétique, mais oui, j'avais pas envie de ça. Ce fut Sandrine Bonnaire. Oui. Regardez.
Mon père se jette sur moi et me lance sur le ton de la plaisanterie. Heureusement qu'on n'a pas payé, hein. Ça sort enfin, ça jaillit de moi. Ça déborde. Je me gifle, je m'arrache les cheveux, je m'effondre en larmes. Vaincu, j'éteins l'aspirateur. C'est le silence, un silence de merde. Je ne suis rien, puisque je suis traitée comme telle. Ceux qui nous emploient commencent par oublier qu'on doit venir. Et puis un jour, on devient totalement transparente. Marseille devant nous. Nos mères semblaient déroutées, sans point de repère. Le temps d'une traversée, elles étaient devenues des étrangères. Ils vivaient à l'écart du monde, à l'entrée, comme entassés dans un vestibule, silencieux, microscopique, de la poussière d'hommes. Su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Un mot de commentaire? Non, je pensais à cette musique. C'est Gracias a la vida de Mercedes Sosa. Et à chaque fois que je l'entends, c'est vrai que ça m'émeut beaucoup. Non, je suis très touchée. Encore. Le pire, ce sont les WC. Et même avec des gants, ça reste insupportable. Franchir le territoire privé, l'intérieur méprisable. Dans la cuvette, l'eau est glacée à travers le latex. Je tends les bras, je frotte vite sans m'attarder. Je m'empêche de penser à ce que je suis en train de faire, à la tâche indigne, à ce trou où chaque jour se déverse avec une régularité terrifiante excréments et urines chaudes. Je ne sais plus pourquoi ni comment j'ai pu en arriver là. Mais il ne faut pas penser, ne jamais laisser vagabonder son esprit. Si tout à coup je me mettais à réfléchir à ce que je suis en train de faire, la lucidité me boufferait le cerveau. Cette qualité hein, d'écriture que vous avez, notamment pour décrire cette condition-là, un peu plus loin, il y a des soirs où je ne sens plus mon corps, ou alors c'est tout le contraire, j'ai mal partout, comme si on m'avait frappé avec un marteau à viande. 5 heures de ménage, ça laisse des traces. Voilà ce que vous écrivez, ou ce qu'écrivait la primo-romancière, puisque c'était votre premier roman. Et on découvre le début d'une œuvre. En tout cas, il y a un style, il y a une qualité, une simplicité d'écriture qui fait qu'on est embarqué dans vos livres. Qu'est-ce qui vous retient dans l'écriture? Je ne comprends pas la question. Qu'est-ce qui me retient? Vous êtes parti pour écrire la condition d'une femme de ménage parce qu'à un moment, vous ne touchez plus les allocations des intermittents. Oui. Et vous êtes resté à cet endroit-là. De l'écriture? De l'écriture. Et aujourd'hui, on a face à soi, ou on a devant soi, on a quelque chose qui commence à ressembler à une œuvre, parce que là, c'est autobiographique. Majda en nous, c'est aussi très autobiographique. Et puis, on va arriver à vos textes actuels, et là, on commence à sortir. En réalité, j'ai toujours écrit. Ouais. Dès lors qu'on m'a mis un stylo dans la main, j'ai écrit. Alors souvent, je me pose la question, pourquoi tu as écrit, pourquoi tu as tant lu? Certainement pour cet héritage On parle souvent de l'héritage du silence de ces enfants d'immigrés. Et je pense, je ne dis pas que c'est pour restaurer une parole ou je ne sais quoi, mais certainement qu'il y a de ça. Ça vient d'un manque. Et donc, quand j'ai écrit L'odeur des planches, ça faisait quand même des années que j'écrivais. C'est pas la première fois que je me mettais à écrire, mais c'est quand même la première fois que je suis allée au bout de quelque chose, au bout d'un texte. Alors qu'avant, ce n'était que des bouts de texte ou des moitiés de manuscrits, mais jamais. Alors je ne sais pas pourquoi je suis allée au bout de ce texte-là, certainement. Je ne sais pas, je me suis sentie tout à coup légitime de pouvoir le faire. Je ne sais pas. Mais, et du coup, j'avais poussé la porte. Et cette porte-là, moi, je la pousse et j'y vais. Et après, donc, Majda en août, pas Majda en août, L'odeur des planches, j'ai écrit Majda en août, qui n'est pas tout à fait autobiographique. Je ne parle pas de moi. Majda, ce n'est pas moi. Mais c'est quand même un milieu que je connais très bien. C'est la condition des populations immigrées, première génération, voilà, enfants, et notamment, et là, en l'occurrence, la condition des femmes, et des filles. Le statut des femmes qui est tu, dont on ne parle pas, on parlait beaucoup des hommes. Et des pères non conformistes. C'est ça. Un père non conformiste. Exactement.
Et on parlait à l'époque beaucoup des garçons, parce que les garçons ont investi la rue. Alors, ils l'ont fait à leur manière, ils ont investi la rue. Et les filles, elles étaient dans les appartements clos. Et on ne savait pas ce qui se passait dans ces appartements. Et en fait, beaucoup de douleur. Il y avait beaucoup de douleur dans ces appartements, énormément. Et c'est de ces femmes-là dont je parle, de l'écartèlement entre deux sociétés. Au fond, une société, donc la société traditionnelle familiale, et la société française qui était plutôt favorable à l'émancipation des filles et des femmes. Et donc c'est cet écartèlement dont je parle, et cette difficulté à exister entre les deux. Comment est-ce que vous êtes réconcilié avec ce que vous êtes en train de dire là? Comment est-ce qu'aujourd'hui est-ce que ça bouge de votre point de vue? Oui, ça fait un moment, je me suis occupée de moi. Comment? Comme la plupart des gens. Je suis allée m'allonger sur un canapé, sur un divan, pas un canapé, parce que le canapé c'est pour toute autre chose, mais sur un divan de psychanalyste, mais parce que c'est important. Je voudrais vous lire, parce que je trouve qu'il y a une force dans les 20 lignes que je vais lire, alors qu'avec le texte de Springora, on parle de ce qu'est le consentement. Ce qui fait la folie ou la schizophrénie de Majda, c'est qu'à un moment de sa jeune existence, elle était adolescente, sous le regard de son frère, elle a été violée par les amis de son frère, ou en tout cas la bande à la tête de laquelle il était. Et vous écrivez ceci, et je trouve qu'il y a là une manière tout à fait remarquable d'écrire ce dont il est question. Mais le pire reste à venir, le pire, aussi brusque que nauséabond, aussi navrant que sinistre. Le pire, c'est le plaisir qui soudain affleure et s'invite au cœur même de l'aversion. Le plaisir intense et amer, bouleversant et funeste. Sur le moment, elle ne comprend pas ce qui se joue en elle, ni pourquoi ces sensations viennent l'accueillir en pleine guerre. Dans sa culotte, les doigts fiévreux s'affairent, confisquent sa conscience. C'est bon et c'est effroyable. C'est âpre et c'est exquis. Sous l'effet de la chaleur, son sexe s'ouvre, elle s'abandonne, ferme les yeux, mais aussitôt, comme revenue d'entre les morts, le dégoût surgit et encore des mots étranges dans sa tête, des mots sortis d'on ne sait où, mais comme des cris scandés. Si la terre est trop petite, lève la tête traînée. Alors son sexe se referme immédiatement sur sa disgrâce, avec autant de précision que la gueule d'un caïman sur sa proie. Elle se sent réduite à l'état d'animal, complice de son propre meurtre. Une bête stupide, dominée par ses pulsions. Les émotions s'entremêlent, certaines luttent pour exister, d'autres pour mourir au plus vite. Et quand la conscience aiguë de la faute émerge à fleur de discernement, la nausée la dévaste tout entière. Elle a soudain la certitude absolue d'être damnée, une vision lucide et implacable. Elle mourra dans les flammes de l'enfer. Elle en a la ferme conviction, tout le laisse présager, comme cette odeur de viande brûlée qu'elle croit renifler dans l'air. Je trouve qu'il y a dans ces lignes quelque chose j'allais dire magnifique, c'est pas le terme, mais d'extrêmement puissant dans la manière dont cette chose qui s'appelle le viol est vécue par Majda. Oui, là, c'est vrai que je parle du plaisir inhérent à la nature humaine. C'est le plaisir mécanique, le plaisir qu'elle ne maîtrise pas, la pulsion sexuelle qui tout à coup s'invite dans cette chose et qui crée tout ce abjecte, qui arrive derrière de la culpabilité. Exactement, culpabilité. Et je trouve que là, il y a une manière de le dire qui est exceptionnelle dans l'écriture. Oui. Oui. Non, Ça, c'est Majda. Bon, évidemment, c'est le deuxième livre que je vous recommande. Il y en a 4, donc je vais vous les recommander les 4. Même s'il y a une petite pièce, il y a un autre petit texte qui traîne sur le statut de l'homme et de la femme, hein, c'est ça comment s'appelait ce petit texte que vous avez écrit? J'ai écrit 2 petites pièces, une dernière là. J'ai écrit « Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas ». Et le dernier, c'est les noces. Alors, je ne sais pas, vous parlez duquel? Tu honoreras ton père et ta mère. Ah, c'est le premier. Ouais. Ah, oui. Comment est-ce qu'on... C'est la question que je voulais vous poser. Je voudrais vous faire écouter Hamida Bensadia. Hamida Bensadia était une grande militante des droits de l'homme et de la femme. Et elle est décédée aujourd'hui. Et elle a écrit... dans le même registre que vous, Itinéraire d'une femme française. Pour le coup, c'était un récit. Hein, et elle a été mariée de force à 16 ans.
Et ses parents, alors qu'elle allait en vacances en Algérie, l'ont mariée de force sans lui dire. Oui, Il a ça arrivait fallu souvent, ouais. 10 ans pour revenir et pour devenir une combattante des droits de l'homme et de la femme. Et je voudrais que vous l'écoutiez, c'était en 2008, c'était quelques mois avant sa mort d'une maladie qui a été soudaine et rapide. Et voilà ce qu'elle disait de sa réconciliation possible avec les parents. Pourquoi vous n'en voulez pas à vos parents? Je leur en ai voulu, bien sûr, au départ, quand je suis rentrée en France, et notamment lorsque je suis rentrée sans mes enfants, après une bataille dure pour obtenir le droit au divorce. Je ne leur en veux pas après un cheminement, parce que j'ai essayé de comprendre, parce que d'abord la haine ne sert à rien, et que je voulais d'abord, pour moi-même, pouvoir avancer. J'avais envie d'avancer. J'avais envie de mener les combats que j'avais abandonnés au fond à l'âge de 16 ans, et qui étaient déjà les miens à l'époque, les continuer avec en plus beaucoup plus de rage, beaucoup plus de connaissance de la vie et de sa réalité. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'au fond, que l'exil, le déracinement avait aussi provoqué chez mes parents ce type de réaction. Votre manière de parler de la complexité, une autre manière de parler de la complexité. Essayer de regarder partout. Est-ce que cette réconciliation existe? Parce que dans ce que vous décrivez des relations entre les parents immigrés et puis les enfants, il y a de la difficulté, il y a de la violence, il y a du silence, c'est le mot que vous avez utilisé tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que cette réconciliation est en marche de votre point de vue aujourd'hui? Oui, depuis longtemps, ouais. Quand j'ai compris que... Elle en parle bien d'ailleurs, elle parle de l'exil, oui, c'est vrai. Il y a aussi qui sont aussi porteurs d'une tradition, ils sont vraiment enfermés dans des carcans traditionnels et culturels dont on sort difficilement, parce que c'est vraiment une vie communautaire. Et quiconque décide d'en sortir, en général, il le paye. Donc c'est très complexe, tout est entremêlé. Et puis, je crois que il y a eu cette réconciliation pour ma part quand je me suis dit que, quand d'abord je suis devenue mère et que j'ai compris qu'en fait, on fait ce qu'on peut, quoi. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je me suis dit qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient pu. Et ils ont fait pas si mal que ça au final. Deux autres titres. La faute à Saddam. Là, pour le coup, c'est une amitié. C'est encore des enfants d'immigrés, un Italien, un Algérien, et c'est la première guerre du Golfe. C'est ça. Et c'est la question de l'amitié, c'est la question de la trahison et de la stigmatisation qui pousse au suicide. Là, on sort des dimensions éventuellement autobiographiques des deux premiers romans. Qu'est-ce qui vous a amené à la faute à Saddam ? Alors, ça n'est pas autobiographique, c'est vrai, mais c'est quand même... ça a quand même existé. Je ne sais pas si je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les années 80, le gouvernement algérien proposait aux enfants d'immigrés de venir faire leur service militaire en Algérie. La plupart du temps, ces jeunes gens acceptaient, parce que comme ils étaient... c'était très compliqué dans leur tête. Pour notre génération, c'était complexe. Est-on algérien? Est-on français? Si on est français, pourquoi ne nous accepte-t-on pas? Pourquoi ne participons oh, alors là, je perds mes mots. Ne participons-nous pas? Excellent. Excellent. Vous pourriez faire du théâtre. Ça sert, hein, les cours de diction. À la vie de cette société. Et donc, la plupart acceptaient d'y aller. Sauf qu'une fois rendus en Algérie, là-bas, ils étaient totalement rejetés. Mais c'était très violent, hein, extrêmement violent. J'ai connu des jeunes de ma génération qui m'ont raconté que c'était terrifiant. Terrifiant parce qu'on les traitait d'enfants d'immigrés, de traîtres, parce qu'ils avaient quitté le pays. En fait, ce n'est pas eux qui avaient quitté le pays, c'était les parents, d'enfants de traîtres. C'était terrible. Donc, il leur faisait subir toutes sortes d'exactions. C'était abominable, d'humiliation. Et la plupart, quand même, revenaient un peu encore plus détruits et encore plus morcelés dans leur identité
qu'au moment de quitter la France pour l'Algérie. Et c'est cette explosion intérieure et identitaire autour de laquelle j'avais envie de travailler. Je l'ai transposé dans ce livre. Ouais. Par rapport à votre écriture et à ce qu'on peut appeler un style, il y a une qualité de portrait étonnante aussi. Ceci, par exemple, le patron, un Vietnamien très bavard, dont on ne comprenait qu'un demi-mot sur 10, se pliait en 4 pour vous rendre le repas le plus agréable possible. La petite salle où s'agglutinait une population composée de commerçants, d'ouvriers de l'arsenal, de prostituées et de familles ne se vidait qu'à ces heures avancées de la nuit. Le patron, connu pour son avarice et qu'on appelait Monsieur Tang, était-ce son nom ou bien un sobriquet, nul ne le savait, refusait d'embaucher d'autres serveurs, ruinant ainsi la santé de sa femme, à peine plus grande qu'une enfant de 10 ans, qui seule au fourneau ressortait de la cuisine comme un cheval après une longue course, sans eau ni halte. Bon, voilà, ça c'est des moments de vos livres qui sont épatants. J'aime bien le mot, j'utilise le mot à dessein. Et puis il y a 10 lignes aussi, alors je ne sais plus dans quel texte c'est cet homme, c'est Majda, je crois, qui regarde son père lire le journal tous les jours. Ah, c'est dans l'odeur des planches. Non, c'est l'endroit dans les planches. Et donc elle regarde son père lire le journal tous les jours. Et puis un jour, parce qu'elle fait un peu plus attention, elle s'aperçoit que son père lit le journal à l'envers. Ouais, les titres en bas. Les titres en bas. Donc le journal à l'envers. On arrive à la dernière occurrence littéraire de Samira Sedira. Et je vous propose de regarder un extrait d'un sujet d'actualité de 2003 qui est tourné au Grand Bornand. C'est en Savoie. C'est un sujet qui a été diffusé le 11 juin 2006 à la veille du procès de David Otia et de ses complices. Une famille avec 3 enfants disparaît subitement le 11 avril 2003. Les recherches vont durer plusieurs semaines. La personnalité controversée du propriétaire, un promoteur immobilier, retient l'attention des enquêteurs. Toutes les hypothèses sont envisagées, mais très vite la piste criminelle s'impose. Dans le chalet manifestement nettoyé, les scientifiques découvrent des micro-traces de sang. 5 mois après la disparition, David Otia est arrêté avec sa compagne et un couple d'amis. David Otia louait un appartement à Xavier Flactif. Il a, dit-il, tué le promoteur lors d'une dispute. Pris de panique, il a supprimé tous les témoins. Mais la justice retient un scénario encore plus effroyable. Otia aurait prémédité l'assassinat. Il a tué les enfants avant l'arrivée des parents. De lourdes charges pèsent sur lui. Son ADN a été retrouvé mêlé au sang des victimes. Et c'est lui qui a indiqué aux gendarmes le lieu de crémation des corps. Restent des questions concernant le rôle exact de ses proches, avec qui il a évoqué ce projet criminel, et surtout un mystère, le mobile. David Otia, le mécanicien, aurait supprimé la famille du promoteur pour s'approprier un chalet. Une idée folle, nourrie par la haine et la jalousie. Voilà le fait divers qui vous a inspiré, qui a inspiré des gens comme eux. Voilà, c'est le fait divers dont vous partez. Oui, c'est le point de référence. C'est le point de référence. Voilà. C'est intéressant parce que dans ce livre-là, ce que vous explorez beaucoup, c'est le rapport de classe entre ces gens extrêmement riches et ses voisins, dont la narratrice va devenir la femme de ménage. Tiens. Oui. Hein, tiens, la boucle. Pourquoi est-ce que vous êtes parti de ce fait divers? Et pourquoi est-ce que vous faites de la narratrice de ce roman la femme de celui qui a tué, qui est Constant Guyot? Alors, pourquoi ce fait divers? Parce que dans ce fait divers, il y a des éléments qui me questionnent depuis toujours, au quotidien et aussi à travers mes textes, qui sont, vous l'avez dit, le rapport de classe, l'apparition de l'étranger qui est toujours vécu comme une menace. Il y a aussi la communauté repliée sur elle-même. On parle d'un petit village, c'est un huis clos. Donc des choses qui m'obsèdent quand même, des choses qui m'obsèdent. Et évidemment, c'est un fait divers très
transgressif parce qu'il déroge à certaines règles morales de notre société, puisqu'il est quand même question de la mort de 3 enfants. Donc c'est vrai qu'il a intéressé et le fait Et de leurs divers. parents. Ouais. Ouais. Et le fait divers, plus il est transgressif, plus il intéresse. Donc c'est vrai qu'il m'a fasciné. On est quand même, il m'a fasciné aussi pour ça. Et alors, pourquoi la femme du meurtrier? Pourquoi j'en ai fait? C'est vrai que pour un fait divers, quand on travaille sur un fait divers dans l'écriture, ce qu'il faut, c'est trouver le point de vue. Tant qu'on ne l'a pas trouvé, parce que le fait divers, dans le fait divers, il y a une multitude de discours, en fait, une multitude de voix. Il y a la voix journalistique, il y a la voix juridique, les témoins, enfin, il y a une multitude de discours et il fallait que je trouve le mien. Alors pourquoi elle? Parce qu'il me semble qu'elle a, pour le lecteur, en tout cas, la meilleure place. C'est celle qui porte sur cette histoire le regard le plus complexe. Elle est quand même celle qui aime, Et qui n'a pas compris. et qui n'a pas compris, celle qui a été humiliée, elle est celle qui reste après la mort sociale de son époux, elle est celle qui subit la honte, elle est du coup cette multiplicité des discours. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant et elle est aussi celle par laquelle peut-être, de par son incompréhension et de par sa vulnérabilité, l'émotion peut se frayer un chemin. Une question et une remarque pour terminer cette première partie de la conversation. La question porte sur les dialogues que vous reconstituez, notamment au sein de la cour d'assises. Oui. Est-ce que ce sont des dialogues parfaitement inventés ou est-ce que y a une documentation Je me suis beaucoup documentée, mais la plupart des dialogues ont été créés par moi. Mais j'ai gardé j'ai gardé, je ne sais pas, j'allais dire répliques, parce que je fais du théâtre, mais c'est ça. J'ai gardé 3-4 répliques d'un avocat ou de l'avocat général, mais c'est tout. Le reste, je l'ai inventé. Les pages de l'interrogatoire du présumé coupable, hein, avant sa condamnation, puisque dans l'affaire Flactif, il y aura condamnation à perpétuité, oui. sont impressionnantes de vérité. Une dernière citation, toujours en soulignant la qualité de votre écriture. Il y a mort d'homme à la fin, mais pour le coup, la mort du coupable. Hein. Et on retrouve un de ses carnets, et dans un de ses carnets, il a écrit une phrase qui est celle-ci: « J'étais jeune et je suis vieux maintenant ». Et vous enchaînez, enfin en tout cas la narratrice enchaîne, dans sa grande simplicité, elle dit tout de nous, vivre et puis finir, pourrir. Et plus je la relis, plus je me dis qu'en réalité, tu n'as pas oublié de la numéroter. Tu l'as simplement délestée de sa froideur biblique pour en faire une parole d'homme, la tienne. Et c'est peut-être ça que je suis venu chercher ici, juste ça. Tout comme toi, avant toi, une simple parole à hauteur d'homme. Et je comprends maintenant, à la lumière du silence que tu laisses aujourd'hui derrière toi, ce que ton avocat avait voulu nous dire le jour de sa plaidoirie, quand il avait cité Voltaire. Il avait dit, après une longue respiration, on n'est plus criminel quelquefois qu'on ne pense. Il paraît évident aujourd'hui qu'il s'adressait à toutes les personnes de l'assistance, du simple spectateur au président du tribunal, tous, y compris lui-même, comme on jetterait de la boue sur les visages. Toujours cette ambivalence, hein, qu'on entendait dans le viol tout à l'heure, et on la retrouve là. Ouais, et ça aussi, c'est un trait récurrent de votre travail d'écriture. Oui, c'était peut-être aussi pour remettre de l'ordre, parce que le fait divers, c'est tout à coup quelque chose qui se met en désordre. Hein. C'est quelque chose qui... mais il faut lui donner un ordre, c'est ça que... c'est désordonné, mais il faut lui retrouver c'est une rupture en fait dans l'ordre des choses. Et il faut retrouver cet ordre des choses. Voilà, c'est ça. Pas évident. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, cette bague. Ouais. Alors cette bague appartenait à mon père. C'est ma mère qui me l'a léguée au moment de sa mort. Elle m'a dit prends ce que tu veux. J'ai pris cette bague. Et c'est une chevalière que mon père aimait beaucoup. Et il la mettait par intermittence, en fait. Quand il était à l'usine, il ne la mettait pas parce qu'il ne fallait pas avoir des objets au doigt. Il était soudeur, hein? Oui, il était soudeur. Et quand il sortait, et qu'il se faisait coquet avec ses amis... Il se faisait beau. Il mettait cette bague. Et voilà. Moi, je la garde aussi, puis je la mets aussi par intermittence. Et votre père est mort en 2012, et votre mère vit toujours à la Seine-sur-Mer, dans son HLM? Toujours. Daniel Gento, qu'avez-vous entendu de votre voisine?
J'ai surtout entendu ce que vous avez lu, et aussi votre parole, évidemment. Mais ce qui me frappe, c'est une découverte. En fait, je n'avais jamais lu vos livres. C'est l'extrême profondeur et la complexité d'une chose, d'une matière qui se délivre avec tellement de clarté. Hein, c'est ce paradoxe de la clarté, de la puissance et de la complexité. Notamment sur l'extrait à propos du viol, mais aussi cette phrase de la fin du roman sur le fait divers. Je comprends d'où ça vient aussi profondément de votre arrière-plan théâtral, c'est-à-dire comment, par une forme de déontologie diffuse et impérative, quand on fait du théâtre, on ne peut pas juger les situations ni les protagonistes, même si on a un point de vue, évidemment, même si soi-même, en tant qu'individu, on a évidemment des positions, mais dans l'acte de création, on ne peut pas, disons, prendre parti sans amoindrir, disons, le geste artistique. Il faut pouvoir restituer l'entièreté de la matière pour qu'elle suscite en nous, alors, disons, de l'émotion, de la pensée dans un deuxième temps, très souvent. Et je trouve que là, c'est très frappant comment ça agit. Ça produit des sortes de commotions. Même le peu que j'ai entendu m'a troublé. Regardez, c'est des commotions. Alors allez-y, hein, au Rouergue, et comme le veut l'expression, allez-y, toutes affaires cessantes, comme on dit. Ça tombe bien. Chaude recommandation de lecture. On fait une pause musicale et ensuite on va au théâtre de Gennevilliers. Je vous propose d'écouter André Mainviel et Lionel Suarez, le volcachimiste, comme dit Michel Monponté, qu'il connaît bien, André Mainviel, et l'accordéoniste Lionel Suarez, pour une version swing de la fameuse flambée montalbanaise. Ça a été enregistré en juin dernier à la Maison de la Radio. Musique. La mélodie de fond du sang un café. Écoutez, c'est le blues du coin de Gus, il joue du vigno comme Fébac. Pour une chanson pucelle aux ailes déployées, ramon la basse repité, trame au papier, le cap et la falaise balaise. J'ai écouté Montalbanaise, une envolée de bleu. Voyagement de vigueur, viseur au cœur, les cœurs seuls. À cloche et cigarette, une bouffée volée, yeah, au vent de la postérité. Allez, vas-y, va chaloupe, mater l'autre, ma chanson de café. Charlie passe par cœur, El Gus Aubine souffle aussi comme Black au sax. Si le bebop a valsé de vaisselle et vos nuits, blues et polka piqué, tant tu nous réconcilies, m'entends-tu d'accordéon. Monte chez tout petit, le paradis l'été. Samba patinada blue, on barbe et mal d'amour flou. Mais un souffle dévoyé qu'une poussée bleue d'envie m'accroche car thank you visa. Et seul les griffes le temps ont mis les doigts de corde. Apache Django Mississippi, Didi guitare aussi m'a dit. Et Paris ou Paris pris le temps au port de Marne. Chavire la valse sous intemporel et blues. Goutte à goutte c'est divine et vine valse. Vive tam tam au fil du temps funambule modernité. Comme un jet agneau du caille, un caillou ricochet. Par en dedans de la passe l'écho des papés d'au-delà du top. Réveillez la mélodie, la chanson de café. Vocalisez la voix friend. Scatez valser one more duck. Comme un souffle dévoyé d'une poussée bleue d'envie. Accroche cœur, thank you, visa. Voyez la mélodie au fond du soir un café. Écoutez, c'est le blues du coin de Gus, il joue du vigno comme Fébac. Et ce bebop a valsé de vaisselle et mes nuits. Blues et polka piqué, tant tu nous réconcilies, m'entends-tu l'accordéon. Réveillez la mélodie, la chanson de café. Vocalisez la pop friend, scatez valsez one more duck. Comme un souffle dévoyé, une poussée d'envie. Accroche car thank you, visa. Daniel Gento, peut-être il y a deux mots que j'ai envie de vous proposer, puisqu'on est dans des mots de minuit. Le premier mot, c'est pluriel, c'est-à-dire que vous êtes à la tête
du théâtre de Gennevilliers, hein, mais pluriel parce que vous allez de Racine, vous avez commencé au début de la mise en scène avec Iphigénie, vous allez jusqu'à Krimp aujourd'hui, une pièce dont on va parler dans une seconde, mais il y a également l'IRCAM dans ce que vous faites. Il y a également, je l'ai là, une revue qui s'appelle la revue Incisive. Incise, oui, c'est ça. J'ai bien dit. La revue Incise. Il y a aussi, dans ce que vous proposez à Gennevilliers, un laboratoire où on étudie les mécanismes de l'exclusion. Et qu'est-ce qui fait votre pluralité comme ça? C'est un peu un rapport au monde. Tout à l'heure, vous posiez la question de la banlieue, par exemple. Pourquoi on habite en banlieue? Moi, j'y habite depuis 30 ans à Saint-Denis. Et au début, c'était parce que c'était pas cher. J'étais encore étudiant, je sortais de mes études. Et puis, c'est devenu un choix. Et un choix qui était intéressant parce qu'au fond, c'était une bonne façon d'être à Paris sans y être. C'était une bonne façon d'être en France sans y être, tout à fait. C'est-à-dire, c'est une façon d'être à un endroit mouvant où le fait que tout ce qui est autour de nous bouge très vite nous fait bouger nous-mêmes. Et d'une façon qui n'est pas toujours maîtrisée, au fond. Je trouve que dans notre société et dans mon milieu, le milieu auquel j'ai fini par adhérer... Qui est en train de se disloquer, hein, une société qui est en train de se disloquer. C'est tout à fait vrai. Mais je dis souvent que, par exemple, Gennevilliers, c'est une sorte de ligne de front, si vous voulez. Il y a quelque chose du présent qui se joue avec une acuité fabuleuse et féroce en même temps. Et la société se disloque. Je peux en témoigner d'ailleurs parce que vivant à Saint-Denis depuis 30 ans, ville que j'ai adorée quand j'y suis arrivé, j'ai vu la ville se dégrader. J'ai vu évidemment les communautés se replier progressivement les unes sur les autres. C'est étrange ce que vous dites, sur parce elles-mêmes. qu'il y a quelque temps, le romancier Didier Deninx disait exactement la même chose. Lui a très longtemps vécu à Aubervilliers, qu'il a quitté aujourd'hui. Mais alors, est-ce que ça veut dire que à Gennevilliers ou Vitry, vous avez dirigé aussi le théâtre à Vitry précédemment, est-ce que ça veut dire que le théâtre peut être un lieu de réconciliation? Comment est-ce que... Alors, le deuxième mot qui me venait, parce que vous en parlez souvent quand vous parlez de scénographie, c'est l'idée de la vision. Oui. Donc, aujourd'hui, puisque vous vivez en banlieue, puisque vous êtes à Gennevilliers, quelle vision vous avez de la réconciliation, de la dislocation? Moi, je ne dirais pas qu'on est dans un monde qui se décompose, je dirais qu'on est dans un monde qui se recompose, si vous voulez. Il y a un certain nombre de choses qui arrivent à leur terme, des façons de penser le monde, des conceptions, des pensées dominantes, des structures, qui ne tiennent plus debout. Il y a comme un déni de la réalité des existences de la part, disons, de tous les régimes de domination, de toutes les formes d'organisation et d'emprise sur les vies. Ça ne tient plus vraiment bien. D'autres formes de vie naissent. D'autres façons de penser, les rapports sont en train de s'inventer. Ce n'est pas toujours idéal, mais ça bouge beaucoup sur ce plan-là. L'endroit de la banlieue, et c'est vrai que depuis 3 ans, ce choix que j'ai fait de diriger un théâtre public dans cette zone-là et nulle part ailleurs, je n'ai été candidat nulle part ailleurs, c'était vraiment pour être là, c'est parce que je pense que c'est l'endroit où on peut voir, c'est vrai, constater avec cette violence de la lucidité dont vous parlez, on peut constater à quel point ça va mal, mais on peut constater aussi à quel point il y a de la vie, il y a de la vitalité, il y a de l'intelligence, il y a des possibilités. Et donc être à Gennevilliers ou vivre simplement là, c'est peut-être simplement une façon d'essayer d'agir. Et notamment, et c'est l'un des enjeux, disons, de tout mon travail, obscurément d'ailleurs, je n'ai pas toujours été conscient de ça, mais dans un monde qui est tellement tiraillé, où les différences sont tellement violemment tendues entre elles, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de remettre de l'air là-dedans, de la circulation, de réarticuler les choses. C'est ce que je fais, par exemple, dans ce travail-là, mais c'est ce que j'essaie de faire à l'échelle de tout l'établissement. Et donc, illustration parfaite avec le texte que vous mettez en scène de Martin Krimp, qui est Les Phéniciennes. Donc là, pour le coup, on est dans la tragédie grecque, hein, et c'est Euripide. Et puis, cette mécanique qui veut que les Quereuts soient des jeunes du quartier. Oui. En fait, c'est pas un choix d'ailleurs que j'ai fait comme ça à l'avance en me disant tiens, je vais faire un spectacle avec des amatrices du coin. Mais en lisant la pièce de Krimp, ce qui m'a frappé d'abord dans un tout premier temps, c'est qu'il met en présence et il organise la rencontre et la relation, mais une relation extrêmement forte, extrêmement agissante, entre, disons, des figures
majeurs de la mythologie grecque, qui sont des grandes figures structurantes. Oedipe, Jocaste, Jocaste, la maman, Antigone, Théocle et Polynice. C'est les grandes figures structurantes de notre patrimoine, disons, Le parricide, l'inceste, hein, imaginaire. donc, C'est les deux grands tabous, l'inceste et le parricide, mais aussi le refus de sépulture. On a la collection complète des tabous universaux. Et puis, il met en rapport ces figures-là, très impressionnantes, et l'ordinaire de jeunes filles qui sont restituées, disons, avec une sorte de vérité très immédiate, très simple et très élaborée néanmoins. Et la pièce réussit un peu cette espèce d'exploit prodigieux de faire que ça entre en relation vraiment, d'une façon déconcertante, et justement à rebours de tous les usages et de toutes les catégories, les hiérarchies habituelles. Donc 8 jeunes filles, 7 comédiens professionnels. Voilà. Et c'est vrai qu'en lisant la pièce, je me suis dit, mais en fait, le plus évident... Enfin, à vrai dire, j'ai pensé à des filles que j'avais vues dans des rencontres que j'ai faites autour du travail du théâtre à Gennevilliers. J'étais allé dans des collèges et des lycées, dans des classes littéraires où il y avait souvent que des filles, et qui avaient un rapport à moi qui était parfois extrêmement provocateur, assez insolent, me regardant comme celui qui faisait intrusion dans leur monde et me demandant plus ou moins implicitement qu'est-ce que je foutais là, et qui néanmoins, tout au long de la discussion, souvent c'est moi seul qui parlais pendant qu'elle ricanait, je percevais à la fin de la rencontre, qui était forte quand même, à travers une question, une réplique, une contestation de ce que j'avais dit, l'intelligence tapie dans la salle, face à moi, qui n'avait pas perdu une miette sous les apparences de désordre et de refus. Et finalement, on instaurait un dialogue. J'étais face à un monde rétif, mais absolument lucide et extrêmement exigeant en matière d'échange. J'ai pensé à elle, je me suis dit, mais en fait, c'est elle qu'il nous faut sur le plateau, face à Dominique Raymond, Axel Bogoslawski ou Yann Boudot, tous les comédiens, Philippe Smith, qui sont tous des comédiens merveilleux, de grands comédiens français, très élaborés, très vivants, respirant leur art profondément, face à ces jeunes filles qui n'avaient jamais fait de théâtre pour la plupart. La preuve par l'image, extrait de la pièce. Le reste, vous le connaissez par le cinéma de Martin Krimp. Là, juste derrière les remparts, Polynice, qui s'est jetée tête baissée dans un mariage politique toxique, a rassemblé une vaste armée d'hommes violents. Pendant des jours et des jours, j'ai fait en sorte d'obtenir une trêve pour qu'ils puissent venir ici en toute liberté rencontrer Théocle et négocier. Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas là? L'un d'eux aurait-il violé les L'un termes d'eux aurait-il déjà violé les termes durement gagnés de la trêve? Tout ce que je peux entendre à l'intérieur de ma tête, c'est mon propre fils hurlant et hurlant. Non mais arrête de me dire ce que je dois dire. Je suis libre. Je suis libre. Regarde-moi. Je suis un être humain. Je peux dire ce que je veux. Dis, Jocaste. Dis Jocaste, femme et mère d'Édipe. Jocaste avec les Corottes qui se désolent parce que Théocle et Polynice sont auprès des remparts et ils vont se zigouiller allègrement. Ça finit mal, cette Ça finit dans le sang, oui. Ça finit dans le sang. Un scénographe, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'occupation de l'espace. Donc là, on l'a vu sur cette captation de travail. Donc ça ressemble à une salle de classe qui est un peu déglinguée. D'ailleurs, on s'envoie des chaises à la gueule assez facilement. Et puis, il y a Oedipe qui est aveugle pour le coup, puisqu'il a déjà tué son père. Donc, waouh! Et qui est dans un caisson. Qui n'est pas un caisson hyperbare, mais qui est un caisson dans lequel il y a également Antigone, qui s'occupe de papa. Comment est-ce que vous avez imaginé la salle de classe? Pourquoi est-ce que Oedipe est à ce point excentré? En fait, concevoir la scénographie pour ce spectacle qui finalement ne demande pas grand-chose, enfin ce texte, c'était pas évident.
Il fallait surtout trouver le bon régime de représentation, c'est-à-dire à quel niveau d'investissement de l'espace on se situait pour trouver la bonne forme de théâtre, le bon endroit du théâtre. Un décor lourd, J'avais eu des idées beaucoup plus gratifiantes pour le scénographe, avec des choses beaucoup plus impressionnantes, mais qui auraient sans doute écrasé, disons, cette vie fragile, cette façon d'occuper le plateau un peu d'une façon illicite que font les filles tout le temps. Les filles sont en scène du début à la fin du spectacle. Donc il fallait trouver la bonne économie et après des idées plus, disons, un peu plus folles, je me suis dit qu'il fallait que cet espace soit relié à ce qu'elles disent, à leur façon de parler. Et souvent, quand elles prennent la parole, on ne le voit pas dans l'extrait qu'on a vu, mais d'une façon récurrente, elles s'adressent au public directement, et à travers des formulations scolaires, des énoncés de problèmes aberrants, elles tournent en dérision, elles renversent en ironie des questions de mathématiques ou de logique ou des exposés historiques, et elles les envoient dans le public, un peu comme des façons finalement de contester les méthodes d'éducation, de dressage social qu'on essaie de leur imposer, si vous voulez, pour dire les choses un peu simplement. Du coup, je me disais, il fallait qu'il y ait un écho du monde scolaire. Alors donc, c'est pour ça qu'il y a tout simplement un plancher avec des tables et des chaises qui sont vraiment en désordre, parce que c'est sur l'indication de Krimp, d'ailleurs, c'est un lieu plus ou moins délabré, mais c'est aussi la métaphore du monde dans lequel elles vivent. Je leur ai beaucoup raconté aux filles que mon imaginaire de la planète, du monde, quand j'avais leur âge, n'était pas du tout celui qu'elles ont. Moi, quand j'avais leur âge, le pôle Nord était un endroit glacial et fabuleux et d'une pureté extraordinaire. L'Amazonie était infinie, les océans étaient insondables. Aujourd'hui, la conscience que quelqu'un de leur âge a de la planète n'est plus du tout la même. Et on vit dans le sentiment permanent de la finitude et de la dégradation. Je pense que ça affecte très profondément les consciences. On n'a pas le même rapport à l'instant, on n'a pas le même rapport à ce qui nous entoure. De fait, il fallait donc partir, disons, de quelque chose, d'un espace un peu déprimant, un peu triste. Une des filles du chœur a dit, en voyant la maquette, on dirait un garage de sadique. Et ça m'a plu parce que, je ne sais pas où elle a vu ça déjà, mais ça m'a plu parce qu'effectivement, elles sont comme dans un lieu de réclusion, elles sont un peu comme ça, là, parce qu'elles ne peuvent pas aller ailleurs. Et c'est là que ça se passe, mais c'est aussi de là, sur ce sol pourri, qu'elle développe de l'intelligence, de la lumière, de la couleur, et quelque chose qui est quand même, je pense, une forme de résistance. Et pourquoi est-ce que vous excentrez Oedipe? Alors, Oedipe, c'est aussi une question très particulière. C'est que ses fils, il s'est crevé les yeux, ses fils l'ont déchu du pouvoir, et ils l'ont enfermé dans quelque part pour plus qu'on le voit, pour s'en débarrasser parce qu'ils en ont honte, et en plus ils portent la poisse. C'est vraiment dans toutes les versions du mythe, c'est ça. Et simplement, évidemment, ils n'osent pas s'en débarrasser vraiment, ils ne le tuent pas, ça serait peut-être pire, ils ne savent pas trop, mais c'est compliqué. Donc ils l'ont mis là. Mais là, il pèse sur les consciences. En fait, ce qu'il fallait, c'était que ce que je me suis donné comme tâche scénographique, c'était d'avoir Oedipe en plein milieu de l'espace, mais invisible. Et c'est une espèce de hors-champ, d'inconscient, si vous voulez, qui pèse sur tout le monde et qui est là, qui occupe le terrain. Il fait du bruit d'ailleurs dans sa boîte. Le comédien Yann Boudot dès avant l'entrée du public et jusqu'à la fin du spectacle, il l'enfermait dedans, parce qu'il fallait qu'il soit là, au milieu. Et Oedipe qui est rendu extrêmement ordinaire dans la pièce par le fait qu'à la fin, il part. Enfin, excusez-moi de rire, mais c'est tragique en même temps. Non, mais c'est vrai que c'est drôle. Donc c'est de la tragicomédie, mais il part avec Antigone, donc oui, il est aveugle, mais en même temps, il pense au chocolat et à sa brosse à dents. Donc, oui. Voilà, ça c'est. Et ça, c'est une trouvaille géniale. C'est une trouvaille géniale de Krimp. Alors déjà, chez Euripide, d'ailleurs, les savants universitaires ont pensé que c'était une erreur ou un texte apocryphe, mais déjà chez Euripide, dans les Phéniciennes, Édipe apparaît à la toute fin. Chez Euripide. Il n'y avait pas l'histoire de la brosse à dents, mais il arrivait vraiment à la dernière minute, tout à fait à la fin, comme une apparition curieuse. On pensait que c'était une erreur. Alors que c'est vraiment intéressant de le faire apparaître seulement à la toute fin. Alors chez Krimp, il dégringole de l'escalier, il tombe littéralement dans l'escalier. Sa cabane le vomit, littéralement. Mais c'est assez fort parce qu'on sent à ce moment-là qu'effectivement, sa présence avait pesé sur les consciences. Et il était là dans tous les esprits depuis le début, sans forcément qu'on le montre. Et chez Krimp, il arrive dans un état d'une espèce d'innocence totalement brute, c'est-à-dire il n'est plus du tout aux affaires. C'est un homme calciné qui a été réduit à plus rien. Il a vraiment tout perdu.
C'est complexe. Hein. Non mais vraiment, il a absolument tout perdu et c'est pas de sa faute. Il n'a jamais été vraiment coupable. Puis il savait pas que c'était son père. Il savait pas que c'était son père. Il savait pas que c'était sa mère. Il savait pas que c'était son père. Son père l'a agressé. Il a réagi en le tuant, mais c'était dans une situation qui était complètement involontaire de sa part. Il a eu cette parenthèse heureuse avec sa mère. Il ne savait pas qu'ils étaient mère et fils. Ils ont été heureux. C'était une famille heureuse. Ils ont eu 4 enfants. Encore une ambivalence. Encore une ambivalence. Cette fameuse complexité qui s'énonce dans la simplicité. Mais en fait, oui. Et à la fin, bah oui, il est là. On dirait un beauf et en même temps c'est quelqu'un de très pur. Donc c'est à Gennevilliers, ça a été monté à Avignon et ça va tourner, c'est en tournée là, cette année 2020. Pour mieux vous connaître, Daniel, une référence, nous sommes en novembre, le 17 novembre exactement, 1999, et quelqu'un parle de Quelqu'un va venir, qui est un texte de John Fosse, et il a en face de lui une psychanalyste, Valentina Supino-Viterbo. Regardez. Petit à petit, en travaillant, c'est pragmatique tout ça. En travaillant, je me suis aperçu que la lenteur calme les êtres et qu'en étant calme à l'intérieur de soi-même, on s'ouvre. Et en étant ouvert, on peut recevoir tout ce qui vient de l'extérieur et en même temps émanent de vous des choses qui circulent, quelquefois même un peu inconsciemment, indépendamment de la volonté. Et c'est pour cette respiration libre qui évidemment nous ouvre et nous met en relation avec l'univers et pas seulement avec nous-mêmes, fermés sur nous-mêmes ou avec juste un partenaire dans le sens du dialogue. Vous dites que la vitesse produit de la vitesse. Et donc, cassons surtout la vitesse. Et casser la vitesse, c'est dénaturaliser. La plupart, sur les plateaux, on voit tout le temps des gens qui vont très vite, qui bougent beaucoup, qui parlent très vite, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne savent pas d'où ils parlent. Vous bougez beaucoup, hein? Oui, j'ai un système nerveux. Alors voilà, ça s'agite dans le désordre, ça parle dans le désordre. On n'entend pas la source de la parole. Et on n'entend pas non plus les échos au-delà de la parole. Vous avez travaillé avec Claude Régis pendant 15 ans. Quel écho ça a en vous, ce que vous venez d'entendre sur, alors là, enfin, le silence, la manière dont il parle, et qui va déterminer enfin, tout son travail de théâtre. Bah, d'une part, ça m'émeut beaucoup parce que Claude vient de mourir. Et par ailleurs, on ne s'est pas vu depuis 15 ans. On a travaillé 15 ans ensemble, mais on ne s'est plus vu après pendant 15 ans. Et parce on est arrivé, enfin je suis arrivé à un moment de ma collaboration avec lui où ça n'était plus possible de travailler ensemble, peut-être justement par le caractère très extrême de sa recherche, qui d'une certaine façon, au moment où on a cessé de travailler ensemble, moi j'avais 40 ans, j'approchais les 40 ans, et c'était le moment de ma vie où Vous êtes né en 63. Je suis né en 63, donc aujourd'hui j'ai 56 ans. Je ne pouvais pas le suivre, je ne pouvais pas continuer. Il fallait que je trouve aussi un chemin pour moi. Peut-être d'autant plus que la collaboration que nous avons menée pendant 15 ans, était assez complète. J'étais son scénographe, mais on a choisi des textes ensemble, on a parlé des comédiens ensemble. Je l'ai accompagné sur la plupart des créations, j'ai assisté quasiment à toutes les répétitions. Je suivais les spectacles en tournée, j'ai adoré absolument cette expérience. Mais il y a eu un moment où, disons, la radicalisation progressive, parce qu'il n'a pas cessé d'aller plus loin dans cette recherche, finissait par produire une forme d'exclusion. Ce n'était pas possible de suivre sans, disons, en dépérir. Et il l'a compris avant moi, d'ailleurs. C'est lui qui m'a dit qu'il fallait arrêter. Moi, je n'avais pas le courage de lui dire, je ne pouvais même pas le penser. Et grâce à ça, grâce à la violence de cette rupture, ça m'a permis finalement, c'est vrai, de recommencer une vie, enfin, pas de recommencer d'ailleurs, mais de poursuivre en tout cas une vie divergente, où parfois mes comédiens parlent vite, mais j'ai quand même appris avec lui les bienfaits de la lenteur parfois, pas toujours. Justement, on va aller regarder, hein, on va regarder 3 extraits de 3 de vos spectacles pour essayer de mieux vous connaître et de comprendre la singularité qui est la vôtre et la manière dont vous avez tué le père pour rester dans la tragédie. Mais, donc c'est La Ménagerie de verre, Tennessee Williams, Le Nain de Zemlinsky et Les Aveugles de Maeterlinck. Un dimanche après-midi à Blue Mountain, votre mère a reçu 17 galants. Pour tout vous dire, parfois il n'y avait pas assez de chaises pour les asseoir tous. Et comment tu les occupais, ces galants? Je maîtrisais l'art de la conversation. Ça, je n'en doute pas.
En ce temps-là, les jeunes filles savaient parler, crois-moi. Ouais. Elles savaient recevoir leur galant. Il ne suffisait pas à une jeune fille d'avoir un joli visage et une silhouette gracieuse, même si je n'étais pas trop mal lotie dans un cas comme dans l'autre. Il leur fallait aussi avoir l'esprit vif et un sens de la répartie à toute épreuve. Maeterlinck en version japonaise, on reviendra sur le Japon dans une seconde, mais par rapport à ces 3 courts extraits, comment est-ce que vous définiriez votre manière de faire du théâtre? Qu'est-ce que vous en diriez s'il fallait trouver les deux ou 3 mots qui la caractériseraient? Je dirais que mon point de départ est toujours l'œuvre. Et on pourrait, je pense que quelqu'un qui a vu mon travail comme ça depuis longtemps pourrait dire que les spectacles que j'ai produits ont été extrêmement différents les uns des autres, avec des récurrences fortes qui sont notamment, par exemple, une très très grande attention à l'organisation des rapports entre les figures, la circulation de la parole, la circulation des regards, la temporalité, la question du rythme, qui n'est jamais conçue comme une métronomie, mais justement comme une chose irrégulière et construite, l'édifice du rythme, l'édifice du souffle. Ce sont les lignes, les pistes que je cherche, et je cherche dans les œuvres, la plupart du temps ce sont des œuvres écrites ou musicales, les indices qui me permettent de construire cet objet immatériel de la représentation. Mais vraiment, je pense la représentation comme une architecture, comme un édifice vivant, respirant, qui est traversé, disons, par des tropismes, par des tensions, des lignes, des nécessités, et aussi des agencements de points de vue. C'est très important. Est-ce que ça veut dire qu'en termes de mise en scène, vous êtes très strict, ou est-ce qu'il y a une souplesse dans le rôle laissé aux comédiens? Alors, je suis extrêmement précis et extrêmement rigoureux dans la construction et dans le suivi, disons, de la représentation. Ils ont des rendez-vous qui sont absolument précis, impératifs, qui doivent être absolument sentis. À l'intérieur de ça, ils ont tous des chemins qui sont assez étroits, mais à l'intérieur desquels ils sont profondément libres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment chaque jour un renouvellement de la représentation. Et par exemple, dans le cas du dernier spectacle, mais c'est vraiment présent dans tous mes spectacles, il y a des endroits de liberté, il y a des endroits où je leur laisse absolument la liberté de réinventer chaque jour. Et ça peut prendre vraiment des formes absolument différentes. Ne serait-ce que parce qu'on se jette des chaises voilà, par exemple, les combats ne sont jamais pareils. C'est jamais pareil. Les combats ne sont jamais pareils. Mais pas seulement, il y a vraiment des moments pour lesquels on est arrivé ensemble avec les comédiens à réunir les conditions, disons, d'une apparition différente chaque jour, pour un geste, pour un mot, pour un rapport. Maeterlinck en version japonaise, Kyoto c'était en 1998, Japon, Tokyo c'était en 2002, hein, donc il y a des résidences au Japon, et vous êtes fasciné par le Japon. Qu'est-ce qui vous fascine au Japon? En fait, il m'est arrivé quelque chose là-bas, disons. J'avais déjà une intuition très ancienne, puisque je connaissais bien le cinéma japonais, que évidemment
La musique japonaise me touchait beaucoup. Tarkovsky utilise par exemple la flûte japonaise dans le Sacrifice, on l'entend. Ça m'avait tellement frappé d'entendre ça dans le Sacrifice que je m'étais renseigné sur cette musique, etc. Et en 98, un peu parce que j'avais raté la candidature pour une résidence au Proche-Orient qui m'intéressait plus à l'époque, je suis parti au Japon. C'était pas ce que j'avais prévu au début. C'était à moitié un hasard. Voilà, il restait cette possibilité-là et puis j'avais envie d'y aller, mais enfin c'était pas mon premier désir. Et j'ai passé 4 mois là-bas en 98. Et dans un Japon qui n'était pas encore victime du tourisme de masse. C'était un endroit où on n'allait pas faire du tourisme. Il n'y avait pas de tourisme. Même à Kyoto, il n'y avait pas de tourisme. Et dans les conditions exceptionnelles de la Villa Kojoyama, je suis resté 4 mois à Kyoto, mais après j'ai voyagé partout, éperdument. Et il m'est arrivé quelque chose que je n'avais jamais imaginé, ni même attendu dans ma vie. C'est que détaché de tout ce qui me renvoie continuellement à moi-même, à votre culture. Oui, comme Platonov, à tout ce qui me renvoie à Janto, si vous voulez, c'est-à-dire aussi la personne publique ou familiale ou sociale que je suis, avait disparu. Et je me suis vécu comme une entité vivante, perdue dans un milieu tout à fait nouveau pour moi et étranger. Et je croyais être sous l'eau et j'arrivais à respirer quand même. Et j'ai respiré bien et mieux, et je me suis redécouvert finalement, selon mes lois à moi, infiniment mieux que jamais. Et ça m'a réconcilié avec moi-même d'une certaine façon. J'ai été heureux, mais j'ai été heureux comme je ne savais même pas que c'était possible. J'ai été heureux incroyablement. Et du coup, c'est toujours comme ça quand on vit quelque chose, soit quand on déprime, soit quand on est heureux, le monde change autour de nous. Quand on déprime, c'est plutôt Majda avec ses délires. Hein. Voilà, quand on déprime, le monde se referme, quand on est heureux, ça s'ouvre. J'ai fait des rencontres, et ça a inauguré pour moi une vie qui se passe maintenant en bonne partie au Japon. En tout cas, vous avez une belle manière de... Ce qu'on appelle, enfin ce que les philosophes, je crois, appellent un impax, une occurrence unique. Oui, une espèce de communion. Ça n'arrive comme pas souvent, mais ça m'est arrivé. Et depuis j'y retourne, j'y vais le plus souvent possible. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, j'ai ramené un de mes amis. Alors, c'est un dieu domestique, un dieu modeste, un dieu lard, comme chez les Romains. C'est Ebisu. Il y a 2 dieux qui président à toutes les maisons et qu'on retrouve dans quasiment toutes les maisons japonaises. C'est Ebisu et Daikoku, qui sont en général des dieux de la prospérité. Vous parlez japonais un peu? Je le baragouine un peu, je le comprends, pas trop mal. Et ce sont les 2 dieux, disons, un peu qui, pour la bonne fortune, la prospérité, que ça se passe bien. Et celui-ci est sur mon bureau, c'est une statuette populaire que j'ai trouvée au marché aux puces de Kyoto, qui doit dater, je pense, du 18e ou 19e siècle. Voilà. C'est un objet modeste, hein, par ailleurs. C'est en bois, hein? C'est du bois, c'est du bois. Et c'est un nid à poussière, comme dirait ma grand-mère. Alors, c'est de la poussière noble, parce que même en l'époustant, elle ne part pas. C'est la poussière du 18e siècle. Oui, mais il a le ventre luisant. Samira Sedira, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit votre voisin? Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est quand il a parlé de sa façon de faire du théâtre. Je l'ai écouté, je me suis dit, ça, c'est une des meilleures façons de faire du théâtre. Quand il a parlé de contrainte et de liberté, en tout cas pour un acteur, c'est ce qu'il y a de plus excitant et de plus chouette pour faire du théâtre. C'est ça, c'est à la fois et la contrainte et la liberté, de trouver cette liberté dans ces... Vous parliez de rendez-vous impératifs. Moi, c'est exactement dans ces chemins-là que j'aime jouer. Ouais, ça, je l'ai retenu. Et aussi, quand vous avez parlé du Japon. Et voilà. Vous aimez le Japon? Je ne connais pas particulièrement, mais je pense que ça m'intéresserait. Merci à tous les deux de cette conversation. Donc, toutes affaires cessantes, Samira Sedira, avec notamment des gens comme eux, c'est publié à La Brune, édition du Rouergue. Et puis le reste, vous le connaissez par le cinéma, c'est mis en scène par Daniel Janto. C'est au théâtre de Gennevilliers et ça tourne après. Il est tradition de terminer cette émission en disant que la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, par exemple, et de dire qu'il y a aussi surpopulation dans les prisons françaises. Ça fait 20 ans que je le dis, ça fait 20 ans que ça dure. Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait, mais après tout, on peut rêver. À ce propos, je voudrais vous conseiller un documentaire qui est en salle et qui a été réalisé par Alice Audio et Jean-Robert Vialet. Ils ont passé 25 jours en immersion à la prison des Baumettes. Avant que ce lieu
ne soit fermée. C'est un documentaire qui parle de l'enfermement, qui est souvent insupportable, de l'ennui, des trafics, de la surpopulation, de la violence entre détenus, insalubrité qui est dénoncée à de multiples reprises. Les Baumettes sont désormais fermées. On a construit une prison plus moderne à côté, et le bâtiment des Baumettes va être détruit d'ailleurs. Mais regardez un moment de ce documentaire. J'ai rentré après ça? Oui. Quand? 2015, quand 2017, 2014 et 2014-2015, après je suis rentré en 2015, 4 fois. Bon courage! Vous m'avez parlé un petit peu brièvement de votre maman là. Je me suis dit, comme avant elle travaillait dans la police et tout, je me suis dit je vais faire un gros boxon en volant des trucs, comme ça au moins elle va attendre parler de moi et elle sera bien obligée de reprendre contact à un moment ou à un autre, et c'est ce qu'elle a fait quoi. Vous êtes une personne vulnérable. Vous êtes fragile. On s'en prend facilement à vous. Enfin bon, vous n'êtes pas un enfant de cœur non plus, hein. Non, après j'ai Sinon, pas vous dit seriez ça. pas là. Ouais. La dernière fois que j'ai vidé la douche, je tape, y'a pas un morceau qui tombe en bas au rez-de-chaussée, un morceau de pierre. Elle est en train de s'effriter la prison. Et qu'est-ce qu'il y a mon pote? Moi je vendais du shit, fais où je suis? Retour vers le passé, ça n'existe pas. Non, vous pouvez plus changer ce qui s'est fait. Eh oui. Des gens, ils me mettent des coups de couteau, je dis rien, ils me font ça, je dis rien, c'est quoi ça? La privation de liberté, monsieur Fernandez, ça veut dire quoi à votre avis? On m'a coupé de tout, pour moi c'est trop compliqué ici. Moi sincèrement c'est trop compliqué. Voilà donc Des hommes, c'est le titre de ce documentaire qui est en salle, qui est signé par Alice Audio et Jean-Robert Vialet. Merci Samira Sedira, merci Daniel Janto d'avoir été avec nous dans cette émission. C'était Des mots de minuit, à la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.